Salut à tous, c'est Planck de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de force de l'esprit. Un petit article que j'ai trouvé sur France Culture, c'est radiofrance.fr, c'est sur le podcast de France Culture. Et c'est nommé « Les forces de l'esprit influent notre perception du réel ». Alors, c'est un article intéressant, vous allez voir, parce que on rentre dans ce principe de transe, où on a des distorsions de réalité, on a des hallucinations, et on a de façon générale, dans nos compétences et nos qualités, pour comprendre les choses, pour voir les choses, pour traduire les choses, un ensemble de filtres. On le sait d'autant plus que c'est ce qu'on utilise en majorité dans nos sessions, dans les recadrages, où on ne change jamais les réalités de ce qui se sont passés, mais on bosse tout le temps sur la perception, le filtre qu'on a pu avoir de tel ou tel événement. Donc, les forces de l'esprit sont liées à notre vie mentale. Elles incluent l'imagination, les rêves, les hallucinations, mais elles complexifient notre compréhension de la réalité et influencent la manière dont nous percevons le monde. Pour ceux qui ont suivi un petit peu tout ce qui est ma série sur les croyances, et je trouve la difficulté de cette notion et l'intégration dans notre quotidien des croyances et comment ça peut complètement modifier la perception de réalité. Je suis complètement dans cette idée-là, qu'elle complexifie la compréhension de la réalité, sachant que beaucoup de personnes cherchent le réel, et que on a l'impression que le réel commun n'existe pas. Mais sans rentrer dans des aspects névrotiques ou psychotiques, il y a un réel commun, mais on n'en touche qu'une parcelle. On a des points entre nous communs qui nous permettent de dire ça c'est un PC, ça c'est une vidéo YouTube. Mais derrière, la perception et le storytelling, le récit et tout ce qu'on a au travers de ça va modifier énormément notre utilisation, notre perception du dit outil ou de n'importe quel autre élément de notre quotidien. Lors de ses derniers vœux aux Français le 31 décembre 1994, Mitterrand évoquait les forces de l'esprit. Là où je serai, je l'écouterai, le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Si le mot esprit renvoie souvent à une dimension spirituelle voire religieuse, il permet également d'évoquer une vie mentale indépendamment de tout présupposé dualiste ou spiritualiste. L'esprit est alors entendu comme le mind anglais, et parler des forces de l'esprit revient donc à évoquer celle de notre vie mentale, et en particulier celle de notre vie mentale consciente que nous pouvons nous rapporter à la première personne. Variation sur le cogito cartésien, je pense donc je suis. Les forces de l'esprit sont définies, ainsi définies. Désolé, ça a bougé. Pourquoi ça a bougé? Chut. Ainsi définies se manifestent sous de nombreuses formes, la puissance de notre imagination, l'émerveillement nocturne, de notre activité onirique, les hallucinations, les vertus de l'effet placebo, etc. Bon, c'est marrant, il ne parle pas d'hypnose. C'est triste. Faites un petit peu de pub à l'hypnose. La pub positive. Les forces de l'esprit sont omniprésentes dans nos existences. Loin de se cantonner aux effets spectaculaires du rêve et de l'effet placebo, les forces de l'esprit sont en réalité omniprésentes dans nos existences, à commencer par la machinerie de nos perceptions. Donc, très souvent, en hypnose, on a pris l'habitude de parler de transe du quotidien pour expliquer au travers d'exemples concrets ce que représente pour nous la transe. Et quand je lis les effets ne se cantonnent pas au rêve, au placebo, sont réalité omniprésente dans nos existences, c'est vraiment ce que nous on tente constamment de dire quand on parle de transe. Et donc pour les gens il y a un raccourci qui est l'hypnose est là constamment dans le quotidien. Quand est-ce que nous ne sommes pas en transe? Comment est-ce que nous ne sommes pas hypnotisés? La réponse, elle est très complexe parce que la plupart du temps, on est dans ces états où on est en train d'avoir une modification des perceptions, ne serait-ce que par la présence de quelqu'un, un bruit, par un état psycho-émotionnel interne qui va modifier l'expérience vécue à un moment T, et peut-être même avec d'autres personnes qui, elles, vont vivre différemment la même expérience.
Notre perception fonctionne comme une double échelle mentale et cérébrale. Sur cette double échelle, des processus montent depuis le monde extérieur vers notre conscience en suivant une progression hiérarchique, tandis que d'autres descendent depuis notre posture consciente vers les régions moins élaborées de notre cortex. Ma voix, par exemple, monte actuellement en vous depuis votre oreille interne vers votre cortex auditif primaire en 30 millièmes de seconde. Puis, elle est analysée par d'autres régions cérébrales plus élaborées. La segmentation de ma parole, l'intonation de ma voix, le sens des mots et des phrases prononcées, tout cela se construit en vous en 2 à 3 dixièmes de seconde. Puis, vous reprenez subitement conscience de ma voix. Là, il nous a fait, alors c'était pendant un podcast, mais là, il nous a fait une petite session inductive d'hypnose, cette notion de focalisation de ce qu'il est en train de dire, d'internalisation, et puis à un moment, il fait une rupture de pattern, puis vous prenez subitement conscience de ma voix, comme pour ramener vers le rapport associatif à une dissociation qu'il a pu avoir pendant quelques instants par les suggestions qu'il a proposées. Cette montée bottom-up opère durant le premier temps de la perception que j'ai évoqué lors des 2 chroniques précédentes. Vive le podcast. Donc là, il nous invite à écouter les autres. Ah oui, le podcast, c'est Les Biais de Lionel Nakache. Donc vous pouvez les trouver sur France Culture. Mais dans le même temps, votre posture consciente influence ce qui se joue à chacune des étapes situées en amont de votre prise de conscience. Votre attention, vos attentes, vos croyances, vos motivations, l'intérêt que vous m'accordez, tous ces facteurs exercent leurs effets de haut en bas depuis votre espace de travail mental conscient vers des régions auditives les plus élémentaires. Ainsi s'opère l'échelle descendante de votre perception, qui fait partie des forces de l'esprit que nous évoquions. À chaque instant, notre perception consciente résulte de cette double échelle. Elle est intéressante, cette notion sur cette double échelle, et on peut vraiment avoir cette notion, on va dire, biologique et mécanique, et la notion perceptive, filtre, à l'intérieur de nous, par rapport à l'ensemble des process qui sont en train de se passer. Et c'est là où, justement, toute l'autosuggestion et toutes les perceptions en interne vont avoir un impact, à un moment donné, sur le réel qu'on est en train de vivre. La perception est une hallucination réussie. Donc, le mot, elle est quand même très intéressant. Paraphrasons le psychanalyse Racamier, pour ceux qui ont déjà entendu ce nom-là, c'est celui qui avait défini ce qu'était un pervers narcissique. C'est lui, le gars qui a défini le pervers narcissique. Et c'est pas elle ou Vogue qui l'ont fait. Qui énonçait que la perception est une hallucination réussie. Si l'hallucination correspond à une situation dominée par l'échelle descendante, la perception normale n'est nullement dépourvue de cette influence top-down déterminante. Cela explique pourquoi une même scène pourra être perçue différemment par plusieurs individus. Des illusions visuelles aux scènes de nos existences, les forces de l'esprit ajoutent ainsi de la complexité à notre effort de décryptage de la factualité du réel. Et c'est là toute la complexité qu'on vit à longueur de temps. Cette échelle descendante peut-elle empêcher la perception consciente? La suggestion hypnotique, on y vient, permet d'illustrer une telle situation extrême. Nous avons récemment rapporté les mécanismes de la surdité hypnotique chez un volontaire. Avant la suggestion, elle prenait normalement conscience des sons que nous lui présentions et l'enregistrement de son activité cérébrale nous a permis d'identifier les 2 temps successifs de la perception. Le premier temps inconscient, suivi du second temps qui correspond à la prise de conscience. D'accord? Et c'est souvent ce qu'on dit. D'abord, vous prenez l'information d'un point de vue subconscient, puis après, ça revient vers... On conscientise, ou on mentalise, si on prend des mots plus en session, plutôt que la conscience. Mais c'est vraiment cette notion-là, on arrive à décrypter. Sous suggestion hypnotique, elle rapportait être devenue sourde au son délivré. Cette phénoménologie était associée à 3 résultats. Premièrement, le premier temps inconscient de la perception auditive continuait à opérer normalement dans la région auditive de son cortex. Deuxièmement, la signature cérébrale de la prise de conscience des sons avait totalement disparu. Troisièmement, une région cérébrale impliquée dans l'inhibition volontaire descendante bloquait l'accès au réseau cérébral de la conscience du résultat du premier temps de la perception. Ce qui explique pourquoi on fait des allus, notamment pendant des sessions d'hypnose, dans le quotidien bien sûr, en hypnose de scène encore plus, où c'est vraiment la recherche que l'on a. Tonton avait raison, les forces de l'esprit existent et elles ne sont pas toujours tranquilles. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, sur YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.